On repart, c'est juste alors, parce qu'on parlait des salaires. Donc, vous avez peut-être suivi ça, hein, le Uniqlo, donc, qui annonce des hausses comprises entre 20 et 40%. Alors, dans les faits, parce que c'est là que le marché du travail au Japon, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. J'ai regardé un petit peu ça, je n'avais pas l'habitude. C'est en fait seules 8500 personnes qui ont ces espèces d'anciens contrats à vie, là, qui sont en train quand même de disparaître au Japon, qui vont en bénéficier, mais sans doute derrière, c'est 56 000 personnes, hein, Uniqlo, au Japon en tout cas. On parle quand même d'un virage stratégique très fort sur un marché du travail où les hausses de rémunération sont rares et souvent dérisoires. Et tu parlais de démographie pour l'Italie, le chiffre est quand même impressionnant, hein, sur le Japon. La population en âge de travailler a fondu de 15% depuis 1994. Et ils ne font pas d'immigration du tout. Zéro. Zéro. C'était un chiffre, c'était au moment de quand Angela Merkel avait ouvert les vannes, là, hein, Wirtschaften das et tout, le Japon avait pris 7 personnes, 7 immigrés syriens. Oui, le chiffre m'avait frappé. Ils avaient autorisé. Non, ils avaient autorisé 7 immigrés syriens. Non, c'est très étonnant. Philippe ? Le Japon a un taux d'inflation très faible dans la durée parce que les salaires augmentent peu d'une manière générale. Alors peut-être qu'ils font un changement radical. De stratégie à voir dans la durée, parce que pour l'instant c'est pas les Japonais avaient tout essayé depuis justement 90 pour essayer de doper l'inflation sans jamais vraiment y réussir, et même maintenant ils ont un taux d'inflation qui est à peine à 4%, en dépit d'une dépendance énergétique très forte. Donc, à voir. C'est peut-être simplement quelque chose de très spécifique sur cette marque. Pour l'instant, il est trop compliqué de généraliser. Mais ce qui avait été intéressant l'année dernière sur l'inflation japonaise, c'est qu'elle s'était effondrée. Tout le monde voyait son inflation remonter et l'inflation japonaise avait baissé parce que les gars, Damned encore raté, quoi. L'État japonais avait trouvé que les abonnements à Internet et par téléphone portable étaient beaucoup trop chers. Et donc, ils avaient décrété une baisse des prix. Et il y a un décrochage du prix des connexions, des abonnements, qui est absolument considérable et qui a pesé très lourd dans l'inflation japonaise. Alors, ça se régule avec le temps, bien sûr, mais ça avait marqué un coup d'arrêt, une divergence par rapport aux pays développés dont l'inflation accélérait. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Et puis, il y a un autre point, quand même. Quel était le salaire de départ ? Oui, c'est ça. Les salaires sont très très faibles en fait. C'est ce que je ne connais. Je connais rien au Japon, donc j'ai appris ça. Si on touche en euros, en référence euro, 700 euros par mois, vous faites 20% d'augmentation. Ça ne fait pas non plus un salaire qui explose. Donc il faut avoir cette référence-là pour pouvoir juger du choc. Anne-Sophie ? Il y a deux choses. C'est vrai que sur le marché du travail, c'est très peu comparable par rapport à ce que nous on a en Occident. Là, il y a vraiment l'idée normalement de rester dans son entreprise. Il y a un côté fierté de l'entrepreneuriat assez paternaliste qui est beaucoup plus développé. Donc vraiment l'idée c'est de faire tout son parcours. Donc il n'y a pas ces turnovers qu'on a pu voir en Europe. Et puis il y a une population qui s'effondre, quoi, vraiment, en âge de travailler qui s'effondre. Donc ça, et puis on n'a pas eu, comme aux États-Unis où un tiers des salariés a changé de secteur, en Europe moins. On n'a pas eu du tout ces phénomènes-là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus captif, c'est toujours dans les mêmes secteurs, c'est on va dire une évolution de carrière qui est très graduelle, et donc là c'est vrai que des entreprises comme ça, avec la perte de population sans immigration, fait qu'il faut quand même attirer. Là, Uniqlo, ce sont quand même de grosses entreprises, en plus il faut attirer des jeunes, donc là l'aspect salaire peut être utilisé, mais à mon sens c'est quand même très limité et on ne voit pas là aussi une hausse générale des prix. Puis l'autre élément, c'est plus au niveau international, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le positionnement du Japon, notamment par rapport à la Chine, notamment par rapport aux traités commerciaux. On voit le RCEP, donc là qui a été rentré en vigueur il y a 1 an. On voit que tu nous redis ce que c'est le RCEP, Anne-Sophie ? C'est un traité commercial, c'est le plus grand au monde, qui a été signé, qui rentre en vigueur il y a 1 an, qu'a signé donc la Chine avec tous les pays donc de la zone asiatique, avec le Japon,
avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Par contre, il n'y a pas l'Inde, par exemple. Et ce qu'on voit, la Corée du Sud aussi y est. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le Japon fait quand même le pari des échanges quand même avec la Chine, en tout cas de bénéficier de ces zones monétaires, même si on sait qu'il y a d'autres problèmes, qui n'est pas du tout la même stratégie que l'Inde. Après, il n'y a pas la même situation démographique, mais c'est aussi intéressant de voir comment aussi sur son position de gamme, parce que ça, c'est quand même ce qui fait aussi la richesse du pays, comment va se positionner le Japon à moyen long terme dans un contexte où la Chine monte aussi très fortement en gamme et a la puissance démographique. Alors, moi, si je peux faire deux remarques, on voit quand même que les échanges du Japon sont devenus très dépendants de la Chine. Exactement. Et donc, il y a une situation qui a basculé. C'était très dépendant des États-Unis, c'est devenu très dépendant de la Chine. C'est pas le cas de l'Inde ou d'autres pays. Exactement. Et le deuxième point, c'est que le Japon a un avantage par rapport à tous les pays, c'est que dans les années 70-80, ils se sont déployés partout dans le monde. Et donc, ils ont des revenus qui viennent du reste du monde. Et donc, ça amortit complètement les fluctuations internes. Et c'est en cela que le Japon est très particulier. C'est-à-dire que si vous regardez l'Europe, ces richesses accumulées à l'extérieur, c'est zéro en moyenne. Le Japon, c'est énorme. Donc, quand la situation est très bonne au Japon, les profits de Toyota peuvent rester aux États-Unis. Quand c'est moins bon au Japon, vous pouvez avoir des rapatriements et compenser cet effet-là. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à l'économie japonaise. Et donc, c'est pour ça que sur un c'est passionnant. Difficile de... Ouais, mais ça ouvre une discussion très intéressante. J'apprends plein de choses. Il y a vraiment cette idée en effet, nationaliste qui existe. Et donc, en effet, quand le Japon peut avoir des difficultés, les revenus des entreprises à l'étranger, la priorité, c'est d'aider aussi son pays. Et si on ne le fait pas, il y a aussi une sanction morale. Ça n'a pas échappé que ce n'est pas forcément le cas en Europe avec les entreprises. Il n'y a pas d'évasion fiscale, tu veux dire, au Japon? Il y a pas. Il y a bien un petit truc de Toyota quelque part dans les îles Caïmans quand même. Ce serait de la mauvaise gestion sinon. Oui, c'est moi qui le dis. Oui. Et puis alors c'est le truc qu'on sait tous, c'est que la dette est détenue par les Japonais et donc par la Banque du Japon. Voilà, et par la Banque du Japon et par les Japonais. Et donc elle est au-dessus de 200% du PIB, mais elle est absolument pas en risque. Non, tout ça est intéressant. Alors nous amène sur la Chine. Donc puisqu'on était dans la natalité, donc la population chinoise a commencé à diminuer en 2022 pour la première fois depuis 60 ans. Et il y a 60 ans, c'était le grand bond en avant. C'était la terrible famine suite au grand bond en avant de Mao Tse-tung. 850 000 Chinois en moins. 9 millions et demi de bébés et c'est 1 million de moins qu'en 2021. Donc on a eu le chiffre de la croissance chinoise pour 2022, 3% de croissance. Bon, pire performance depuis 1976, mais en même temps, ce n'était pas vraiment une surprise, c'est maintenant que ça repart. Donc justement, comment est-ce que vous voyez cette relance et surtout quelles sont les conséquences peut-être pour l'Europe d'une réouverture chinoise qui serait vigoureuse, d'un coup d'accélérateur massif donné à la machine de production chinoise. C'est vrai que je pense que donc le parti surtout attendait que son congrès ait lieu donc là à l'automne, donc c'est vraiment un peu la page qu'on peut tourner. Voilà, exactement. Réouvrir maintenant et revenir dans une normalisation. Il y aura une reprise cette année, on est à plus de 4,4%. On ne va pas revenir aux 5-6% à moins qu'il y ait contexte international exceptionnel. Il y a quand même la crise du secteur immobilier qui impacte, plus qu'on a beaucoup, nous, focalisé sur la politique zéro Covid, mais c'est vrai qu'au niveau de l'immobilier, pour beaucoup de ménages, il y a eu vraiment un impact important. Puis l'autre élément, en effet, c'est le vieillissement et c'est l'exode rural. Tout le modèle chinois se basait sur une croissance importante à 5-6% pour pouvoir créer des milliers d'emplois chaque année pour pouvoir absorber l'exode rural. Parce que là, la Chine, c'est pas du tout le Japon. Les États n'ont rien à voir dans leur niveau de développement. On a un pays africain à côté de la Suisse, par exemple. Donc, ils sont vraiment dans cette tendance-là. Il faut créer de l'emploi pour absorber. Et là, c'est vrai qu'avec un ralentissement de la croissance, même s'ils font le pari du haut de gamme qui fonctionne, on va avoir un temps de latence où le fait de transformer ça en grosse croissance, comme on l'a pu avoir avec les excédents commerciaux, ça va prendre plusieurs années. Donc on est dans il ne s'agit plus d'appuyer sur un bouton. Voilà. Alors après, on est dans un système classique. Dans les modèles de croissance, on le sait. Une fois qu'on s'est développé, on a cette stabilisation, cette migration démographique. Et puis ensuite, on revient à une croissance, on va dire, de 3-4%. Même nous, ça nous ferait rêver en tant que pays développé. Mais
toute la Chine, tous les États chinois ne sont pas développés au même niveau. Donc là, ça va vraiment être de comment on travaille cette transition, comment on conserve la création d'emplois pour que ce miracle chinois qui fait que voilà, on renonce à certaines libertés, mais parce qu'on a ce miracle économique fonctionne. Et puis il y a quand même la transition écologique derrière, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont quand même très touchés aussi par la pollution. Donc ça va venir aussi impacter un petit peu le. Mais quel est leur engagement là-dessus? Ça reste quand même un gros point d'interrogation. Alors, bon, moi, je me souviens qu'il y a 7 ou 8 ans, on faisait des grands discours sur la Chine verte et les sinologues t'expliquaient qu'il fallait prendre au sérieux la Chine verte et tu te retrouves avec 8 milliards de tonnes de charbon qui ont été brûlées l'année 2022. Donc, tu te dis qu'il y a un peu de... Mais ça, ce sera en effet la démographie, la transition écologique et comment créer toujours de l'emploi et garder ce contrat social dans un contexte où, en effet, plus vous allez développer, plus il y aura aussi sûrement une quête de liberté. Il peut y avoir aussi des problèmes plus sociaux. On l'a vu là avec les révoltes qu'on a eues en fin d'année, qui restent limitées, parcellaires. Mais ça peut être aussi une question sur la transition en Chine, mais à moyen long terme. Je vais te donner la parole, Philippe, et je voulais juste rappeler, parce que Laurence Daziano, qui connaît bien la Chine, est venue nous voir au milieu de la semaine. Et en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai vu nulle part, c'est bien pour ça qu'elle vient d'ailleurs, la petite finesse politique pour expliquer le passage d'une fermeture à l'ouverture totale, c'est le passage en fait de Covid à Omicron. Et donc, en fait, le discours du pouvoir, c'est « nous avons vaincu Covid, la Chine a vaincu Covid, maintenant nous sommes face à Omicron ». Là, ça n'a absolument rien à voir, donc vous pouvez tous retourner au travail. C'est une grippe saisonnière. C'est d'une habileté redoutable. C'est d'une habileté redoutable. Voilà, ça va faire 1,5 million, 2 millions de morts, ce qui sera à peu près dans les standards occidentaux. Oui. Il n'y a pas de... Non, Comment est-ce que tu vois ce... Il y a plusieurs choses. Effectivement, la crise immobilière est quelque chose de très marquant. Ils ont vécu 2008, quoi, en fait. Ils ont vécu 97-98 dans les pays asiatiques. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut juste avoir un chiffre. En 2000, personne ne possédait son logement en Chine. En 2021-22, suivant les stats, on est à près de 90%. Donc il y a eu un mouvement Le miracle chinois. 90% de propriétaires. Oui, il y a un mouvement immobilier qui a été absolument considérable et avec une conséquence. Ce qui te ramène peut-être au sujet des retraites d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien, eux, qu'il n'y aura personne, une fois qu'ils ne travailleront plus, pour subvenir à leurs besoins et à leur logement. La dimension sociale est extrêmement forte sur la question chinoise. Et quand on regarde le patrimoine des Chinois, leur endettement est immobilier, en grande partie, essentiellement, 130% du revenu quand même. C'est énorme. Et leur patrimoine, c'est de l'immobilier aussi. Donc cette question de la crise immobilière paralyse les Chinois. Et donc, il y a une... Oui, parce que le pouvoir ne peut pas ruiner les promoteurs les uns derrière les autres. C'est derrière, c'est ça, le patrimoine de la population qui s'effondre. D'ailleurs, il y a eu toute une série de mesures pour éviter qu'il y ait des faillites sur l'immobilier. Donc là, il y a une vraie question qui est posée, qui ne va pas se résorber comme ça spontanément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il y a cette levée de la politique zéro Covid, mais qui se traduit déjà par des contaminations très fortes. Donc, la reprise n'aura pas lieu immédiatement. Je pense qu'elle aura lieu plutôt dans la deuxième partie de l'année, où on aura eu des vaccinations, etc. Mais je pense qu'il y a ce timing-là. Je pense qu'il y a une autre problématique sur la Chine, qui est la façon dont les Américains interdisent désormais les transferts de technologie. Ça, je pense que c'est quelque chose de majeur. Quand Biden refuse des transferts de technologie vers la Chine, quand il accueille à bras ouverts les 2 usines TSMC en Arizona, il y a une dimension à la fois politique, bien sûr, mais de séparation entre la Chine et les États-Unis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant et qui oblige la Chine à mobiliser des ressources pour développer sa propre technologie. Elle voulait le faire de toute façon. Oui. Elle voulait le faire, mais avec l'idée sur la technologie, l'important, c'est qui va définir le standard. Et aujourd'hui, les Américains ont un pas d'avance dans la définition du standard par ce biais-là. Avant que quel que soit le volontarisme des Américains,
avant que leur capacité industrielle rattrape les capacités industrielles chinoises, les Chinois ont le temps d'installer 2-3 standards quand même, tu crois pas, Philippe? En termes d'innovation, pas encore. Il y a quand même des secteurs. Oui, mais il faut fabriquer derrière. Il y a des secteurs, bien sûr. Apple a beau dire, OK, on part en Inde. Et en fait, ils partent pas en Inde. À un moment, tu peux pas le faire ailleurs qu'à Shenzhen. Oui, mais... Et pendant sans doute de nombreuses années encore. Mais il y a une rupture qui s'opère sur ce plan-là. Et je pense qu'il faut y être... Non, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très intéressant. Mais je regardais un chiffre récent, là, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été aussi importants. N'ont jamais été aussi importants. C'est toute la problématique politique. On a souvent parlé, on a souvent dit, oui, il y a une guerre froide entre les... Non, la guerre froide, on a l'URSS en référence, mais il n'y avait pas d'échange économique. Bien là, sûr. On est dans une situation où il y a politiquement des tensions, mais des échanges, une interdépendance économique très forte. Alors tout à l'heure, tu parlais de l'impact pour l'Europe. L'impact, il est pas négligeable. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que on voit depuis 2020, grossièrement, que les importations chinoises ne progressent pas. Et donc, ils exportent beaucoup. Les importations ne progressent pas. Ça veut dire que la dynamique chinoise est un frein pour la croissance des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on achète des produits chinois, mais on ne peut pas leur en vendre. Et donc, il y a une situation qui est... Mais c'était pas dû à l'effondrement de leur situation économique? Non, pas en 2020, pas en 2021. Et donc, il y a une situation qui est pénalisante pour nous. Et qui, pour nous, pour les Américains, et donc là, pour qu'on ait un effet d'entraînement, il va falloir qu'on voit ces importations progresser plus rapidement. Ce qui n'est pas encore le cas. Là, quand on regarde les chiffres de décembre, on est en négatif. Donc là, cette dimension-là est importante. L'autre point va être intéressant de comment va se positionner l'Allemagne, par exemple, par rapport à la Chine. Les actifs allemands en Chine sont très importants, notamment sur l'automobile. Et donc, comment les choses vont-elles s'articuler dans un cadre où les Européens veulent prendre leur distance vis-à-vis de la Chine. C'est ce que disait Ursula von der Leyen. Donc ça va être... la question n'est pas encore totalement résolue. Et puis, derrière la question, c'est OK, on a tous envie que la Chine reparte pour faire repartir la machine mondiale. Est-ce qu'ils ont les capacités de rebondir aussi fortement? C'est ce que disait Anne-Sophie. Moi, je ne suis pas persuadé du tout. Mais juste, j'y pense là avec ce que tu dis. L'Allemagne est quand même... Enfin, on a Miss Europe, Angela Merkel, etc. Quand tu vois la façon dont ils sont coincés, mais sur absolument tous les sujets... C'est-à-dire, leur sujet macroéconomique, commercial dépend en partie de la Chine. Leur sujet d'indépendance, de souveraineté militaire. Mais j'allais y venir, les États-Unis, parce que là, je lisais, nous ne livrerons aucun char lourd à l'Ukraine tant que les Américains n'auront pas livré un char lourd. Enfin, on en est là, en termes de souveraineté. Évidemment, on ne parle pas de leur dépendance énergétique. Enfin, et on achètera des F-35 plutôt que des avions français. Oui, mais enfin, tu comprends, par quelques boucs tu regardes, en ce moment, je surprends, mais en ce moment, ce pays, il est vassalisé. Ouais. À un moment, il faudra... Vassalisé sur chacun des aspects sur lesquels il pourrait essayer de se développer ou d'avoir une voie un petit peu indépendante. Wow. Et bien justement, terminons avec les États-Unis. Donc après, c'est aujourd'hui 31 381 milliards de dollars, très exactement. C'est marrant quand même que ce soit à ce point précis le plafond de la dette américaine. 31 381 milliards de dollars. Donc le plafond va être atteint. Donc vous savez, c'est le niveau d'endettement que l'État fédéral n'a pas le droit de dépasser. Alors en théorie, parce que d'ores et déjà, Janet Yellen a dit qu'on pouvait mettre en place des mesures exceptionnelles jusque début juin. Mais enfin, début juin, là, on y a droit. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une scène de théâtre à laquelle on est maintenant habitué, le plafond de la dette américaine. Sauf que il y a eu l'élection pénible du président, du patron de la Chambre des représentants.
Démocrate, M. McCarthy dans les conditions que l'on sait. Républicain. M. McCarthy dans les conditions que l'on sait. Et il semble que parmi ces conditions, il y ait l'idée d'être très ferme sur le plafond de la dette, cette fois-ci, sur la dépense publique, d'arrêter de recruter des fonctionnaires. D'arrêter de recruter des fonctionnaires à l'IRS, au service des impôts d'ailleurs. J'ai vu ça dans le détail, ma chère Anne-Sophie. La numérisation qui prendra le relais. C'est la numérisation qui prendra le relais. Sujet, pas sujet, non, nouvelle scène de théâtre, rien d'inquiétant. Il y a quand même nouvelle scène de théâtre. Sur le fond, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est bien sûr la question inflationniste, parce qu'eux ont commencé la remontée des taux plus tôt que nous, mais c'était une inflation classique. Là, c'est vrai que l'administration a été assez critiquée, mais c'est Trump qui avait commencé avec cette politique budgétaire quand même très, très, très expansionniste, et beaucoup ont dit trop par rapport en fait à l'ampleur de la crise. Donc là, il y a un petit peu cette critique, et donc on voit que niveau républicain, on va essayer de jouer là-dessus en disant voilà, il faut arrêter de faire autant de chèques. Là où justement Biden est très malin, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de voir, c'est-à-dire que justement il fait de la dépense publique, mais de la dépense publique, on va dire protectionniste. Donc c'est oui, on dépense infrastructure plus, et subventions, absolument. En effet, la grandeur américaine, et c'est pour justement supplanter les Chinois. Tout à fait. Donc là, c'est très intéressant parce que économiquement, il peut faire de la dépense qui était traditionnellement ce que font plus les démocrates, mais il a même politiquement, en fait, il peut leur dire vous êtes contre la souveraineté américaine. Exactement, qui marche très bien. Donc là, c'est assez ingénieux, et donc pour les républicains, ça va être un petit peu plus dur de faire le palier juste sur les trop endettés, etc. Mais d'ailleurs, ils l'ont voté, c'est-à-dire le fameux IRA à 1400 milliards, ils l'ont voté. On sait qu'il y en aura d'autres, de toute façon, que c'est le début. Donc là, je trouve que c'est assez bien joué pour les démocrates. On voit que pour la prochaine campagne, ils vont sûrement continuer de jouer là-dessus. Donc, en tout cas, pour l'économie, là aussi, on s'attend aussi à une décélération de l'inflation aux États-Unis, qui a commencé. Donc, on voit que, quand même, cette politique de hausse des taux fonctionne. Quand, en effet, le président de la Fed a dit, de toute façon, on va juguler l'inflation, même s'il y a une récession, c'était quand même très fort. Donc là, il a quand même annoncé le ton. Et comme on sait que c'est quand même une inflation classique de type trop de stimuli de demande, c'est vrai qu'il y a l'idée de se dire, si on en fait un peu moins, on va réguler ça plus facilement. Mais c'est vrai que les plans Biden, notamment de l'IRA, qui est quand même très attractif, avec un prix de l'énergie qui est quand même beaucoup plus attractif que ce qu'on a en Europe, c'est vrai que ça, dans les perspectives, c'est quand même assez positif à moyen long terme, parce que là, ce que regardent quand même toujours les investisseurs, maintenant, c'est quand même plus de moyen long terme avec le cadre de la transition. Philippe ? C'est une pièce de théâtre assez récurrente quand même. Ça fait des années maintenant. Rien de plus que ça cette année, t'as pas de crainte. Je pense que les républicains vont négocier certaines choses. C'est juste une capacité à négocier un certain nombre de points, avec le risque pour Biden, si ça marche pas, d'avoir une deuxième partie de mandat qui soit neutre. Mais en même temps, le pognon est voté. C'est-à-dire sa deuxième partie de mandat, il a juste à le déverser, en fait. C'est en cela où, effectivement, il a été assez habile. L'IRA, ça y est, c'est voté et ça commence, quoi. Oui, mais ne minimisons pas la capacité des Républicains à mettre des bâtons dans les roues du système. Du sable dans les rouages. Ça va être ça le grand truc. Donc là, il va y avoir des négociations. On aura peut-être des fonctionnaires qui ne seront pas payés pendant quelques semaines. Et donc, ça fera la une des journaux. Ça n'a jamais eu d'impact majeur sur... mais revenons quand même sur un point. Quoi qu'il arrive, ce plafond de la dette est un truc ridicule. Ça n'a pas de sens. Comme les 60% européens. Oui, c'est jamais respecté. Parce que la question qui est quand même... C'est le vieux keynésien qui s'exprime, là. Non, la question qui est posée, qu'on avait pensé avoir résolue... La question qui est posée, c'est de temps en temps mettre les chiffres en face et se dire « Ah oui, tiens, voilà ». Non, quel est le bon niveau de la dette publique ? Quel est le bon niveau de la dette publique ? Alors, quand il y avait eu le bouquin de Reinhardt et Rogoff, on
s'est dit 90%, c'est génial. Oui, mais C'était après, cela l'intérêt de ce papier. Ils ont revu leur multiplicateur en disant que voilà, l'échantillon n'était pas... Bon, là, vous rentrez dans des... On n'a plus le temps d'expliquer toute la discussion, là. Non, mais on avait... en fait, l'intérêt de ce papier était de dire, on a trouvé le bon taux optimal de dette publique. Il se trouve que l'ensemble de leurs travaux étaient entachés d'erreurs manifestes. Voilà. Donc, on ne sait pas, et le Congrès américain n'en sait pas plus que nous sur le niveau optimal de la dette, et donc ils vont voter un truc qui va peut-être être à 40 000 milliards de dollars. Non, et en plus, c'est notre grande chance à nous aussi, grâce à l'euro. Leur dette est en dollars. Donc, ils peuvent, tu sais, il y a cette fameuse histoire de la pièce de platine, voilà. Donc, si jamais il y a un problème, ils impriment ils fabriquent une pièce de 1000 milliards de dollars de platine. Alors, pourquoi en platine? Parce que dans la Constitution américaine, c'est le seul métal qui n'est pas limité, en fait, par, justement, le plafond. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est comme ça. Et oblige, et la Réserve fédérale rachète cette pièce à 1000 milliards et emballer ses pesées. Juste un dernier point, quand on fait quand on agrège le secteur public américain, vous avez le Trésor qui émet, la Banque centrale qui achète. Au total, c'est pas si dramatique que ça. Mais juste, c'est vraiment le mot de la fin. Mais parce qu'on l'a enterré, je sais pas combien de fois, moi, à l'Amérique, elle sort plus puissante que jamais, j'ai l'impression là, de l'ensemble de cette histoire. On enterre l'Europe, la Chine, les États-Unis régulièrement. Ouais, mais là, les États-Unis, non. Donc, il y a non, mais les États-Unis sont jamais enterrés. Bon, tout le monde. Non, ils ressortent bien parce entre le gaz, le pétrole et ChatGPT, si tu veux, si tu résumes un peu le truc, tout est à nouveau chez eux, quoi. Exactement. Et puis la guerre n'est pas aux États-Unis. Et ils n'ont pas la guerre. Et ils n'ont pas la guerre à nouveau. Ça, c'est quelque chose d'important. Tu as parfaitement raison. Chers amis, merci. Merci. Tout cela a été très plaisant. Et donc, demain, évidemment, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi pour d'autres débats.